bienvenue à vous tous. Alors, dans le cadre du certificat Manager la performance des organisations avec l'IA, de l'IAE Paris-Sorbonne et de Néocognition, ainsi que du club Management et IA des alumni de l'IAE Paris-Sorbonne. Je vais intervenir auprès de vous ce soir sur le thème suivant: comment pensent les LLM, comment pensent les modèles de langage, avec un registre assez théorique et conceptuel, qui est celui de la neuropsychologie de l'intelligence artificielle et de l'explicabilité de ce qu'on peut appeler la cognition synthétique. Les questions que l'on va se poser sont les suivantes. Comment les LLM, comment les modèles de langage segmentent, c'est-à-dire découpent leur expérience interne du monde des mots, du monde des tokens, afin d'apprendre progressivement à interagir de plus en plus efficacement avec lui. Comment les neurones artificiels créent-ils ce que l'on peut appeler des catégories de pensée pour comprendre, pour analyser leur environnement tel qu'il leur apparaît à eux? Comment les opérations mathématiques réalisées par les neurones formels, opérations mathématiques qui se traduisent notamment par du calcul matriciel, en tout cas pour ce qu'on appelle la fonction d'agrégation, comment les opérations mathématiques réalisées par les neurones formels façonnent la manière dont un modèle de langage organise son monde interne d'information sur son environnement. En termes de méthodologie, dans mon équipe de recherche au sein de Néocognition, nous avons, pour étudier ces questions, nous avons analysé les caractéristiques des 100 mots les plus fréquemment identifiés par les 12 800 neurones des deux premières couches du modèle de langage GPT-2 XL d'OpenAI, soit 1 280 000 occurrences de mots qui ont été examinés. En introduction, je dirais que un neurone d'une couche d'arrivée est relié à l'ensemble des neurones de la couche précédente. La catégorie de pensée qui est portée par un neurone d'une couche d'arrivée à droite se fabrique en combinant dans certaines proportions les catégories de pensée qui sont portées par les neurones de la couche précédente N à gauche. Mais ces catégories de pensée que génère un réseau de neurones sont directement fonction de son architecture particulière, de ses paramétrages mathématiques spécifiques et des données spécialement utilisées pour son entraînement. Du coup, les concepts synthétiques ne décrivent pas le monde tel qu'il serait, mais l'interaction du système d'IA et de ses propriétés propres avec le monde. À l'instar de ce que dit actuellement la mécanique quantique, qui nous explique que les propriétés des objets physiques qu'elle étudie sont fonction de l'interaction de ces propriétés avec les dispositifs physiques qui sont utilisés. Les catégories synthétiques ne sont donc pas une copie analogique d'un monde extérieur qui serait prédonné, mais la construction d'une représentation de l'expérience interne qu'un système d'IA fait du monde en fonction des spécificités de ses modalités d'organisation propres. La force d'un réseau de neurones n'est dès lors pas de reproduire fidèlement de pseudo-véritables propriétés des objets du monde,
mais plutôt de segmenter, de découper le monde en faisant émerger des régularités fonctionnelles qui apparaissent lorsque ce réseau, avec à nouveau ses propres caractéristiques, interagit avec le monde extérieur. Chaque neurone réagit à un mot avec une certaine intensité, ce qui indique à quel point il reconnaît ce mot et dans quelle mesure il le considère comme appartenant à la catégorie que ce neurone est fait pour détecter. Exemple, on le voit à l'écran, un neurone qu'on a identifié s'active fortement pour les mots nothing, nobody, neither, never, none. Ces mots appartiennent donc tous fortement à la catégorie rien que porte ce neurone et qui lui permet de repérer tous les mots qui, d'une façon ou d'une autre, sont liés à l'idée de rien. Mais lorsqu'on s'intéresse à des mots présentant de forts niveaux d'activation à un même neurone formel, c'est-à-dire des mots appartenant tous fortement à la catégorie synthétique associée à ce neurone, on pourrait s'attendre à ce que ces mots soient proches sémantiquement. Mais ce n'est pas le cas. Et c'est un premier phénomène dit de divergence catégorielle qu'on a identifié avec mon équipe de recherche. Exemple à l'écran de cette divergence sémantique apparente, des mots tels que Fisher cookies, unless HTTPS, Bob socialist, Hispanic jazz, des mots fortement activés par un même neurone et qui pourtant, on le voit, font montre d'une divergence sémantique apparente. Comment comprendre ce phénomène? Pour nous, les êtres humains, ce phénomène semble paradoxal parce que nous avons tendance à penser le reste du monde de façon anthropomorphique. C'est-à-dire que nous projetons sur le monde nos propres caractéristiques humaines, nous attendant ainsi à ce que ce qui n'est pas humain fonctionne malgré tout conformément à nos propres conceptions. Et donc nous avons tendance à spontanément estimer que les catégories de pensée synthétiques devraient être unifiées de la même façon que le sont nos propres catégories de pensée humaines, c'est-à-dire unifiées vis-à-vis des mêmes sous-dimensions catégorielles que celles que nous avons l'habitude d'utiliser dans notre pensée individuelle ou culturelle. Mais des systèmes cognitifs différents, ici humain versus synthétique, artificiel, des systèmes cognitifs différents produisent des catégories de pensée différentes. Et c'est ce qu'on va travailler à mieux comprendre dans le cadre de ce webinaire ce soir. Pour comprendre ce phénomène, je vais prendre l'exemple suivant. Nous, les êtres humains, dire occidentaux et actuels, reconnaissons le bleu clair et le bleu foncé comme appartenant à une même catégorie unifiée de couleurs, le bleu. Parce que nous catégorisons les couleurs avant tout à partir d'une sous-dimension catégorielle bien précise qui est la teinte. Et nous sommes dès lors habitués à penser que le bleu clair et le bleu foncé appartiennent à une même catégorie de couleurs, le bleu, sans être perturbés par le fait qu'ils sont différents vis-à-vis d'une autre sous-dimension, la luminosité. Et nous sommes ainsi habitués à regrouper au sein d'une même catégorie de couleurs des couleurs de même teinte, mais qui sont dotées pourtant de sous-dimensions
de luminosité différentes. Mais il n'y a rien d'absolu ou de naturel dans ce mode de catégorisation. La catégorisation, c'est avant tout une construction cognitive singulière, pas une lecture passive et évidente de propriétés intrinsèques du monde, propriétés qui seraient à d'emblée prendre en compte. Les Latins, d'ailleurs, ne catégorisaient pas les couleurs comme nous. La sous-dimension catégorielle centrale qu'ils utilisaient était justement la luminosité et non pas la teinte. Et dès lors, comme on le voit à l'écran, ils regroupaient au sein d'une même catégorie de couleurs des couleurs ayant le même niveau de luminosité, par exemple le vert foncé et le bleu foncé. Latin avait deux couleurs fondamentales, lux clara et lux obscura, le noir et le blanc. Et entre ces deux couleurs fondamentales extrêmes, ils identifiaient toute une série de couleurs intermédiaires, à nouveau définies non pas par la teinte, mais par la sous-dimension catégorielle de leur luminosité, comme on peut le voir à l'écran. Cet exemple nous aide à comprendre qu'une catégorie d'un neurone de couche N est en fait constituée de sous-dimensions catégorielles extraites à partir des catégories de pensée des neurones en couche précédente N-1. Et deux mots présentant des niveaux d'activation forts et même proches à un même neurone formel vont nous apparaître comme sémantiquement hétérogènes. On voit l'exemple, par exemple, Fisher et cookies. Ils vont nous apparaître comme sémantiquement hétérogènes parce qu'ils relèvent en fait de différentes sous-dimensions catégorielles parmi celles qui ont été regroupées par ce neurone. Le phénomène de divergence catégorielle que l'on a pointé ne relève dès lors pas d'une polysémie absolue, mais, comme le dirait la cybernétique, relative au référentiel d'observation humain versus synthétique qui est mobilisé pour évaluer la proximité sémantique. Pour des observateurs humains, il y a bien divergence catégorielle, car les différents mots impliqués relèvent de différentes sous-dimensions catégorielles qui ne sont pas habituellement appariées par nous, les êtres humains. Mais pour le système cognitif synthétique concerné, l'histoire de son expérience d'apprentissage lui a donné, pour des raisons fonctionnelles, des raisons d'efficacité, lui a donné à regrouper au sein d'une même catégorie ces différentes sous-dimensions catégorielles. Faisons un pas de plus pour comprendre la spécificité des catégories pensées des systèmes d'intelligence artificielle. Un élément clé du fonctionnement des réseaux de neurones est ce que l'on appelle la fonction d'agrégation de la forme sigma wx plus a, qui combine en entrée, on le voit à droite, les catégories de pensée de chaque neurone précurseur à gauche pour produire en sortie du neurone d'arrivée une nouvelle catégorie de pensée, plus abstraite, plus affinée pour le type de tâche que doit réaliser ce réseau de neurones. Cette fonction d'agrégation, elle ressemble à une recette de cuisine. Elle indique quels ingrédients particuliers il faut utiliser, les catégories de pensée de départ, à gauche, dans quelle proportion il faut les utiliser, dans les poids de connexion entre les neurones, et comment il faut les mélanger. Il y a une addition en ce qui concerne la fonction d'agrégation, on va dire, par construction mathématique.
Et cette fonction d'agrégation, elle produit un plat particulier, une nouvelle catégorie de pensée en sortie, à droite, résultat des opérations mathématiques que je viens de mentionner, c'est-à-dire de sélection, de pondération et de coordination additive qui viennent d'être réalisées. Et cette fonction d'agrégation, elle génère trois facteurs mathématico-cognitifs que l'on a identifiés et qui expliquent comment un neurone fabrique la catégorie de pensée qu'il est fait pour détecter dans les mots qu'il doit analyser. Un premier facteur que l'on a identifié est ce que l'on peut appeler l'amorçage catégoriel ou effet X, en référence à nouveau à la fonction d'agrégation de la forme sigma Wx plus 1. Amorçage catégoriel qui relève du fait que plus un mot active un neurone d'une couche neuronale n, en haut du graphique que vous avez à l'écran. Donc, plus un mot active un neurone activé étant en vert ici, et plus ce mot va activer les neurones qui sont fortement reliés à ce neurone précurseur en couche suivante, n plus 1. Cela via ce qu'on peut appeler un mécanisme de propagation de l'activation. La catégorie de pensée que fabrique un neurone d'arrivée, couche n plus 1, est donc préférentiellement constituée des mots qui sont fortement activés au niveau de ces neurones précurseurs en couche n. Exemple, en bas à gauche de l'écran, la catégorie de pensée plus générale et plus abstraite, habitat, que l'on voit, d'un neurone d'arrivée en couche n plus 1, se fabrique étant donné que les mots maison, cabine, abri ont fortement activé ces neurones précurseurs en couche n, comme on le voit en haut de l'écran. Deuxième facteur qui nous permet de comprendre comment, d'un point de vue génétique, comment les réseaux de neurones fabriquent progressivement leur catégorie de pensée, l'attention catégorielle ou effet W, toujours en référence à la fonction d'agrégation de la forme sigma Wx plus 1. Attention catégorielle qui relève du fait que la catégorie de pensée d'un neurone d'arrivée, en couche n plus 1, à droite, se fabrique en focalisant son intérêt sur certaines et seulement certaines catégories de pensée de ces neurones précurseurs en couche n à gauche de l'écran. Cela via W, c'est-à-dire les poids de connexion entre les neurones. La nouvelle catégorie de pensée, à droite, ainsi construite, sera dès lors issue de différentes catégories sélectionnées et mises côte à côte au sein de cette nouvelle catégorie de pensée à droite. Alors, on va prendre le temps de mieux comprendre ce phénomène. L'attention catégorielle que je viens de mentionner se traduit par un mécanisme de complémentation catégorielle, un mécanisme d'union de catégories au sens de la logique formelle. Exemple, en bas à gauche, la catégorie émotion d'un neurone d'arrivée va se constituer en extrayant et en juxtaposant à partir des catégories des neurones précurseurs, en haut, un premier groupe de mots qui est lié au fait d'aimer, aimer, adorer, désirer, et un autre groupe de mots liés au fait de ne pas aimer, haïr, mépriser, détester. Deuxième exemple, en bas à droite, la catégorie auditif d'un neurone d'arrivée va se générer en exfiltrant
et en apposant, à partir de ces catégories précurseurs, un certain type de segments de mots, écouter, entendre, percevoir, relevant du fait d'entendre, et une autre classe spécifique de mots, son, bruit, mélodie, ayant trait, on le voit, à la notion d'élément entendu. On voit via ce mécanisme de complémentation catégorielle, hein, d'union catégorielle, comment une nouvelle catégorie en couche n plus 1 se fabrique en extrayant des sous-dimensions catégorielles de la couche précédente et en fabriquant, on le voit, des catégories qu'on pourrait qualifier de plus larges et plus abstraites à ce titre-là. Alors, pour encore mieux comprendre ce mécanisme de complémentation catégorielle, je vous présente une slide qui est issue du Neuron Viewer qu'on a fabriqué dans le cadre de notre étude. On voit, on va comprendre avec cet extrait ici que la complémentation catégorielle consiste génétiquement à apporter à la catégorie d'arrivée à droite, une sous-dimension catégorielle extraite d'une catégorie précurseur à gauche, sous-dimension sémantiquement différente des autres sous-dimensions catégorielles qui sont extraites du reste des catégories précurseurs à gauche. Exemple concret qu'on a sous les yeux, le neurone d'arrivée à droite, qu'on peut appeler Cultural and Social Context, extrait à partir de ces neurones précurseurs à gauche, par complémentation, trois sous-dimensions catégorielles sémantiquement complémentaires. Première sous-dimension catégorielle extraite, alpha 1, en vert, en haut au milieu. Alpha 1, qu'on peut appeler Latin American and Spanish Names and Places, qui est extraite de la catégorie précurseur tout en haut à gauche, Cultural Geography, et sous-dimension catégorielle alpha 1, qui contient les tokens Argentine, Luis, Juan, Puerto, Nicaragua. Deuxième sous-dimension catégorielle, extraite, alpha 2, en vert, au milieu du schéma, alpha 2, qu'on peut appeler Employment and Roles, qui est détouré de la catégorie précurseur complètement à gauche au milieu, Categorical Data. Alpha 2, qui implique les tokens, transfert, incube et stint, la mission. Et enfin, troisième sous-dimension catégorielle extraite, alpha 3 au milieu en bas du schéma, alpha 3 qu'on peut appeler Football Teams and Roles, qui est abstraite de la catégorie précurseur Sports Entity Names, alpha 3, qui contient les tokens Goalkeeper, Relegation, Cardiff et Southampton, qui sont des noms de clubs de foot anglais. On voit avec cet exemple comment, progressivement ou génétiquement, dans l'histoire de son apprentissage, le réseau de neurones fabrique une nouvelle catégorie de pensée à droite en extrayant, via le mécanisme de complémentation catégorielle, certaines sous-dimensions catégorielles bien précises qu'il va apposer dans la catégorie d'arrivée. Catégorie d'arrivée qui va ainsi être fabriquée. Troisième facteur qu'on a identifié et qui permet de comprendre comment se fabriquent les catégories de pensée synthétiques d'un réseau de neurones, le phasage catégoriel ou effet sigma, toujours en référence à la formule de la fonction d'agrégation sigma Wx plus 1. Phasage catégoriel qui relève du fait que lorsque différentes catégories
sont conjointement activées dans les neurones précurseurs à gauche pour des mêmes mots donnés. Ces catégories rentrent alors en écho catégoriel en mettant en avant ces mots dans la nouvelle catégorie fabriquée au sein du réseau de neurones, au sein du neurone d'arrivée associé. Là aussi, on va prendre le temps de mieux comprendre ce phénomène. Le phasage catégoriel que je viens de mentionner se manifeste par un processus d'intersection catégorielle. C'est un peu l'opposé logique du mécanisme précédent, qui était le mécanisme d'union catégorielle, un processus ici d'intersection catégorielle, au sein duquel des mêmes tokens sont conjointement extraits des catégories de départ à gauche et simultanément présents dans les sous-dimensions qui sont ainsi extraites. Exemple, en haut à gauche, euh, la catégorie précurseur que l'on voit contient les mots couteau, pistolet, mortier, bombe, hache, couperet, épée, grenade, qui appartiennent au champ lexical des armes. Et un autre neurone précurseur, une autre catégorie de pensée synthétique, en bas à gauche, qui contient les mots couperet, spatule, passoire, couteau, mixeur, mortier, qui relèvent manifestement du champ lexical des instruments de cuisine. À la croisée de ces deux champs lexicaux distincts de départ se trouvent les mots couteau, mortier, couperet en vert sur l'écran. Ces mots spécifiques activent dès lors simultanément ces deux neurones précurseurs. Et la catégorie d'arrivée à droite associée sera ainsi spécifiquement liée à ces mots particuliers. Et c'est ainsi que se fabrique cette nouvelle catégorie de pensée à droite, plus fine, plus abstraite, et qui dénote des outils qui ont la double caractéristique d'être à la fois des instruments de cuisine et des armes. Deuxième exemple, en haut à gauche, une catégorie précurseur liée au management contient les mots exécutif, manager, leader, chef, directeur, PDG, superviseur. Et une autre, en bas à gauche, ayant trait au top management dans le domaine de l'administration privée ou publique, regroupe les mots directeur, exécutif, PDG, ministre, sénateur. Et on voit que les trois mots directeur, exécutif, PDG, communs à ces deux catégories, se retrouvent alors fortement activés via ce mécanisme d'intersection catégorielle au sein du neurone d'arrivée associé à droite et préside alors à la formation de cette nouvelle catégorie abstraite des deux précédentes, nouvelle catégorie qu'on peut nommer de la façon suivante, nouvelle catégorie liée à l'idée de top management privé. Toujours pour mieux comprendre ce mécanisme d'intersection catégorielle, le neurone d'arrivée à droite sur l'écran, associé à la catégorie Unverified Assertions, exfiltre ici, à partir de ces neurones précurseurs à gauche, par intersection, trois sous-dimensions catégorielles sémantiquement liées. Premièrement, alpha 1, au milieu en vert en haut de l'écran, speculative claims, qui est extraite de la catégorie précurseur tout en haut à gauche, document elements. Alpha 1 qui contient les mots
claim, allegedly, purported, reportedly. Deuxième sous-dimension catégorielle, alpha 2, à peu près au milieu de l'écran en vert, legal allegations, qui est détouré de la catégorie antécédente, au milieu à gauche, legal concepts, alpha 2, qui contient les mots claim, allegedly, alleges, alleged. Et enfin, troisième sous-dimension catégorielle qui est extraite, speculative claims, issus de la catégorie précédente linguistic elements, alpha 3, qui contient les mots, les tokens claim, allegedly, purported, reportedly, alleges, alleged. On voit comment la catégorie d'arrivée à droite se fabrique progressivement en extrayant certaines sous-dimensions catégorielles des neurones de départ à gauche et en cherchant l'intersection sémantique, on pourrait dire, entre ces sous-dimensions catégorielles extraites pour fabriquer à nouveau une catégorie de pensée euh, plus fine, plus abstraite. Alors, lorsque ces trois facteurs mathématico-cognitifs que je viens de mentionner sont simultanément importants pour un groupe de mots appartenant à une catégorie précurseur à gauche, ils vont alors provoquer ce que l'on a identifié comme étant le phénomène de détourage. Détourage qui est réalisé à partir de cette catégorie précurseur à gauche et au niveau de son neurone d'arrivée, détourage d'une sous-dimension catégorielle. Le détourage catégoriel est donc un processus synthétique par lequel un neurone de couche n plus 1 à droite va extraire de la catégorie de chacun de ces neurones précurseurs en couche n à gauche, avec lequel il est fortement lié, une sous-dimension catégorielle spécifique. On voit que à gauche, au niveau des neurones, au niveau des neurones de départ, on a une catégorie liée à l'idée de plante, une autre d'animaux, une autre véhicule. Et il se passe la chose suivante. De plantes va être extrait, détouré une sous-dimension catégorielle bien précise qui est liée à l'idée de fleur. D'animaux va être extraite une sous-dimension catégorielle bien précise liée à l'idée d'oiseau. Et la catégorie d'arrivée, en haut à droite, se fabrique en combinant ces deux sous-dimensions catégorielles, oiseaux et fleurs, qui ont été exfiltrées, détourées des catégories de départ. Le détourage est donc un mécanisme permettant à chaque neurone de couche N, à droite, de distinguer et de fabriquer une nouvelle forme catégorielle, une nouvelle catégorie de pensée qui lui est propre, à partir d'un fond catégoriel indistinct qui est constitué par l'ensemble des catégories de pensée de ces neurones antécédents. Autre exemple, on a trois catégories de départ, animaux marins, insectes, animaux rampants. Et on va voir comment se fabrique un des neurones d'arrivée en extrayant de la première catégorie de départ, animaux marins, une sous-dimension catégorielle bien spécifique, requin. De la deuxième catégorie de départ, insectes, une sous-dimension bien spécifique, hornets, frelons. Et de la troisième
catégorie de départ, en bas à gauche, animaux rampants, une sous-dimension catégorielle bien précise, cobra. Ces trois sous-dimensions catégorielles détourées des neurones de départ fabriquent génétiquement la nouvelle catégorie d'arrivée à droite que l'on peut nommer animaux dangereux, hein, dans la mesure où on voit que ce qui a été détouré à chaque fois, c'est un type bien particulier d'animaux, hein, requins, frelons, cobras, à savoir des animaux identifiés comme dangereux par l'homme. Ainsi se fabrique cette nouvelle catégorie plus abstraite. Alors, le détourage catégoriel que je viens de mentionner peut être de type sémantique. Et par exemple, il peut être de type sémantique hétérolexical. Comprendre ce que ça veut dire avec ce premier exemple. Dans le détourage, je suis allé trop loin. Dans le détourage sémantique hétérolexical, on le voit, on a une extraction de mots appartenant à un même champ lexical et distinct de celui du fond catégoriel. On voit que dans le neurone de départ, en bleu, on a les mots manager, managérial, villa, environnement, pharma. Et on voit que les mots manager et managerial, sous-dimension catégorielle liée au management, sont différenciés de ce fond catégoriel dans lequel il ne reste que les mots pharma, milieu, villa. Deuxième exemple, on a dans le neurone de départ en jaune à droite en couche N les mots manager, Wenger, logistics, nurse, driver, frustrated. Et on voit que les mots manager et Wenger, célèbre entraîneur de l'équipe de foot d'Arsenal, les mots manager, Wenger, logistique sont dissociés d'un fond comprenant les mots infirmière, conducteur, frustré. Alors, le détourage sémantique, il peut également être de type sublexical. On va comprendre ce que ça veut dire. On voit ici une scission de mots apparier à un sous-champ lexical du champ lexical de la catégorie de départ. On voit que dans la catégorie de départ, dans le neurone de couche N, en bleu, on a des mots qui sont liés à l'idée d'ordre et à l'idée de désir. Et on voit que les mots ordre, ordonné, ordonnant, ordre, sous-dimension catégorielle liée à la notion d'ordre, sont séparés, détourés, exfiltrés du reste dans lequel il ne reste que vouloir, aspirer, besoin, désirable, désir. Voilà très bien comment une nouvelle catégorie est fabriquée en extrayant une sous-dimension catégorielle très précise, ici liée à la notion d'ordre. Autre exemple, on voit ici les mots audio, écoute, oreille, son, écouteur, champ lexical de la perception sonore, qui sont coupés du reste du neurone de départ, qui contient les mots soundtrack, mélodie, orchestre, musical, back, champ lexical de la production sonore artistique.
Autre exemple, ici on voit l'extraction de mots bien précis, dB, MIDI, kilohertz, fréquence, WAV, réverbération, qui appartiennent au champ lexical très précis du son dans un aspect technique, hein, et qui sont donc détourés du reste sémantique du neurone de départ. Ou encore un autre exemple, on voit ici l'extraction des mots Yamaha, batterie, violon, cloche, guitare, c'est-à-dire l'extraction d'une sous-dimension catégorielle bien précise qui est liée au champ lexical des instruments de musique. Alors le détourage, il peut être de nature sémantique, on vient de voir les deux sous-catégories possibles. Il peut également être de nature graphémique ou phonologique, tel qu'on l'a identifié. C'est-à-dire que c'est un détourage de mots dotés d'un groupe spécifique de lettres. Exemple ici, dans un neurone qu'on a pu observer, ID en majuscule, ID en minuscule, PID, IDA, qui sont isolés d'un fond qui contenait en plus à la base les mots mère, téléphone, voiture, but, radio. À nouveau, hein, on voit comment l'extraction de sous-dimensions catégorielles, quelque chose, on va dire, de très fin au niveau sémantique ou au niveau lexical. Ce processus de détourage catégoriel, il conduit à un phénomène qu'on a identifié comme étant la restructuration catégorielle synthétique. C'est-à-dire qu'à chaque nouvelle couche neuronale, de nouvelles catégories de pensée artificielles sont fabriquées par des sélections et par des recombinaisons originales des sous-dimensions catégorielles qui sont extraites des catégories de pensée de la couche précédente. On le voit avec le schéma que l'on a sous les yeux, du neurone de départ en haut à gauche, euh, qu'on pouvait appeler current affairs, on voit le détourage de la sous-dimension catégorielle alpha 1, qu'on peut appeler disasters and threats, qui contient, quand on regarde ce qu'il y a dedans, les mots Qaïda, nightmare, malware, ransomware, à partir un détourage de cette sous-dimension catégorielle alpha 1, à partir du neurone de départ qui contenait des thèmes liés à health, political figures entities, technology, criminal activities. Et puis, de l'autre neurone de départ, d'un autre neurone de départ, en bas à gauche, qu'on peut appeler symbolic elements, ce nom, on le trouve en regardant les tokens, les mots pour lesquels ce neurone s'active. Donc, de ce neurone de départ en bas à gauche, on voit qu'on a le détourage de la sous-dimension catégorielle alpha 2, en vert au milieu de l'écran, Alpha 2 qu'on peut appeler Magical and Mystical Elements, parce que quand on regarde ce qu'il y a dans Alpha 2, on voit qu'on a les mots Spiral, Scourge, je veux dire fléau, Ginny, de Ginny Weasley, personnage d'Harry Potter, à partir du neurone de départ qui contenait des thèmes liés à spirituality, names, jewelry and gems, weapons. Donc on voit ici que alpha 1, la sous-dimension catégorielle alpha 1, disasters and threats, et la sous-dimension catégorielle alpha 2, magical and mystical elements, constituent des nouveaux aspects, des nouveaux clusters catégoriels de la nouvelle catégorie qui est ainsi fabriquée
en couche 1 et qui s'appelle Catastrophic Phenomena. Donc on voit que d'une segmentation en couche de départ, à gauche, autour des catégories Current Affairs et Symbolic Elements, émerge en couche d'arrivée, à droite, une nouvelle catégorie de pensée, j'allais dire radicalement différente, catastrophique phénomène. C'est ça le phénomène de restructure catégorielle qui nous donne à comprendre comment des catégories de pensée, en partie radicalement différentes, sont fabriquées par abstraction de sous-dimensions catégorielles bien spécifiques à partir des neurones de départ, de la couche de départ. Alors, dans nos exemples, nous avons pris des cas, j'ai pris des cas simples de catégories, c'est-à-dire des catégories analogues à des catégories de pensée humaine. Mais le détourage de sous-dimensions catégorielles n'est pas une simple lecture passive de propriétés prédonnées et préexistantes naturellement dans un monde qui serait constitué d'objets et de propriétés qu'il n'y aurait qu'à sélectionner. Cette abstraction n'est pas une simple abstraction au sens de Piaget. L'abstraction synthétique, elle est au contraire une abstraction consistant à fabriquer, j'allais dire, de toutes pièces, de nouvelles catégories de pensée singulières et complexes qui sont le fruit élaboré de la combinaison originale de catégories de pensée préliminaires à travers les mécanismes cognitifs synthétiques que j'ai mentionnés précédemment. Nouvelles catégories de pensée qui ne correspondent pas nécessairement à des catégories de pensée existantes dans notre culture humaine. Et ça relève de ce qu'on appelle les aliens concepts, c'est-à-dire des caractéristiques qui renvoient à des catégories de pensée que les êtres humains ne possèdent pas. Concepts pour lesquels les êtres humains n'ont pas de mots et qui sont donc des abstractions non découvertes ou non fabriquées à ce jour par nous, les êtres humains. Et un alien concept combine des entités, par exemple des notions d'alimentation, de vision, d'électronique, que notre culture humaine n'est pas habituée à coordonner au sein d'un même concept unifié. Par exemple, un alien concept pourrait repérer des signatures olfactives pathologiques permettant de diagnostiquer une maladie d'un individu sur la base de son odeur. Quelque chose qui nous est complètement étranger si on part de nos catégories de pensée humaines actuelles. Même si cela dit, il se trouve que cet exemple est en phase avec des recherches qui ont lieu depuis quelques années qui permettent de détecter chez l'être humain de façon précoce certains types de cancers à partir de son odeur via un processus d'olfaction par certains animaux, des chiens notamment. Des activités de recherche sur ce sujet actuellement. Et ces aliens concepts, ils donnent leur force au modèle de langage, en les rendant très efficaces, en leur permettant de conceptualiser progressivement, via les mécanismes que je vous ai présentés rapidement, des propriétés qui nous échappent, en tout cas qui nous échappent actuellement à nous, les êtres humains. En conclusion, je dirais que la neuropsychologie de l'intelligence artificielle, qui consiste à identifier au niveau microneuronal même les propriétés de la cognition des neurones artificiels de nos systèmes d'IA, nous permet de mieux comprendre euh, quelles sont les spécificités
du fonctionnement interne et intime de la pensée synthétique. Pensée synthétique qui devient, nous le savons tous, de plus en plus élaborée et à laquelle il est grand temps de sérieusement s'intéresser. Cela afin de sécuriser, en les comprenant mieux, nos systèmes d'intelligence artificielle dont à nouveau la croissance cognitive est exponentielle et de mieux réguler ces propriétés cognitives synthétiques dès lors au service de leur efficience et de leur alignement avec les attentes humaines qui sont les nôtres. Je m'arrête là et je vous remercie.